Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs de Toxin. Merci de répondre à nouveau présent pour ce nouvel entretien de cet été 2025. Je précise tout de même, il est enregistré le mardi 29 juillet et il est publié donc le mercredi 30 juillet 2025. Et je suis donc ravie d'accueillir mes deux invités qui ont gentiment accepté mon invitation. Pour commencer, Nicolas Mirkovic, pardon. Bonjour. Alors, je rappelle pour nos auditeurs qui vous connaissent, vous intervenez régulièrement sur Toxin. Vous êtes analyste en géopolitique, président de l'association Ouest-Est, auteur de Bienvenue au Kosovo aux éditions du Rocher, Le chaos ukrainien que vous avez auto-édité et dernièrement L'Amérique Empire aux éditions Temporis. C'est bien ça. Et Philippe Béchade, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc je rappelle également pour nos auditeurs, vous êtes analyste financier, président du think tank Les Éconoclastes. Vous êtes également rédacteur en chef à la Bourse au quotidien, rédacteur en chef de la chronique Agora et de la Lettre des Affranchis. Et vous êtes aussi cofondateur de cerclefinance.com et auteur de Fake News, Post-Vérité et autres écrans de fumée aux éditions Agora. Alors pour commencer cette émission, pour cette émission plutôt, pardon, il est assez difficile de ne pas revenir sur l'accord signé entre Donald Trump et Ursula von der Leyen donc dimanche dernier, le 27 juillet 2025, puisque cet accord est sujet à de nombreuses critiques de toutes parts. Et c'est peut-être d'ailleurs la seule fois et peut-être la dernière que la présidente de la Commission européenne fait l'unanimité au sein de la classe politique française. Donc depuis dimanche, on voit les réactions se succéder, les aveux aussi, euh, même du côté des macronistes. Donc c'est pour dire, ils se réveillent tous, sauf Emmanuel Macron. Le président fait depuis dimanche motus et bouche cousue. Il n'a fait aucune réaction, ni dans la presse, ni sur Twitter. Enfin, sur Twitter, il a fait un seul tweet, son dernier tweet, qui a été publié dimanche aux alentours de 20 heures, donc bien après qu'on ait eu connaissance de l'accord signé entre Ursula von der Leyen et Trump. Et donc le tweet du président était sur le Tour de France. Euh, je vais quand même vite vous laisser la parole, pardon, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va peut-être commencer avec vous, monsieur Béchade, Philippe Béchade, si vous le voulez Oui. bien. Et ensuite, je vous laisserai réagir, bien sûr, Nicolas Mirkovic. Comment est-ce que vous analysez, ma première question, c'est comment est-ce que vous analysez cet accord? C'est-à-dire que tout le monde est OK pour dire que c'est un accord inégal, voire catastrophique. Euh, mais certains le défendent et nous disent que c'est un moindre mal qui nous a permis d'éviter une guerre commerciale avec les États-Unis. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous analysez déjà cet accord voilà, pour nous mettre en bouche? Je vais commencer déjà par décrypter un petit peu les éléments de langage. Donc, on vient de se prendre une énorme baffe dans la tronche. On va prendre 15 coups de fouet, hein, comme le Japon. Donc, on nous explique que 15 coups de fouet, c'est mieux que 30. Et j'adore également le concept qui vaut mieux un mauvais accord qu'une bonne guerre commerciale. Alors, je remarque qu'à propos de l'Ukraine, on a préféré la guerre plutôt qu'un accord qui aurait pu effectivement amputer l'Ukraine d'une partie de ses territoires russophones. Donc, les éléments de langage sont là. Donc, au nom de l'évitement de la guerre, on doit absolument tout subir, tout accepter. Bon, on pourra dire, bah, comme les Japonais ont fait pareil, du coup, bon, on n'est pas plus honteux que les Japonais. Alors, les Japonais se sont couchés, je dirais que c'est leur deuxième capitulation depuis le 15 août 1945. Sauf que là, ils n'étaient pas en guerre et qu'on se demande bien pourquoi les États-Unis tabassent leur meilleur allié et surtout le premier détenteur de T-bonds américains, premier acheteur, premier financeur, pardon, de la dette américaine. Autre élément de langage, oui, mais ça rééquilibre un petit peu les échanges entre l'Europe et les États-Unis, car les Européens présentent des excédents. Enfin, c'est plutôt ce que les Américains nous reprochent,
Et effectivement, on vend probablement plus de berlines allemandes et de machines-outils et de médicaments aux États-Unis que nous n'importons de pick-up, gros véhicules 4 litres de cylindrée. Et en revanche, ça n'échappe à personne qu'on achète quand même beaucoup d'armes aux États-Unis, des F-35, des systèmes de défense antiaérienne, etc. Donc, si on faisait vraiment la balance, on s'apercevrait que peut-être que le chiffre de 200 milliards d'excédents est peut-être un petit peu surestimé. En revanche, et quand on parle d'équilibre des échanges et qu'on prend la balance, il faut tout prendre, notamment les services. Or, les services venant des États-Unis, alors là, éclatent littéralement les compteurs par rapport à l'Europe. Qu'est-ce qu'on vend comme service aux États-Unis? Nous, pour les réseaux sociaux, on passe tous par les réseaux américains, on passe tous par Google, on passe tous par Amazon, on passe tous pour les logiciels par Microsoft, pour les puces, on passe tous par Nvidia, par Qualcomm, Broadcom, Cadence Design, etc. Quand on regarde les excédents américains dans le secteur des services, là, je pense qu'ils se rattrapent largement des berlines allemandes qu'ils importent et qu'ils ne produisent pas encore en totalité sur leur territoire, même si on sait que Mercedes a maintenant des usines aux États-Unis. Et puis ce que j'entends également, c'est oui, oui, bon, d'accord, ça paraît pas super comme ça, 15% dans la tronche, alors que qu'est-ce qu'on leur a fait? Rien du tout, hein, parce qu'avant, les 15%, c'était entre 2, 2,5, 5% au pire. Donc, voilà. Mais l'accord peut peut-être être amélioré. Bref, si vous voulez, ils nous ont cassé les tibias et aujourd'hui, peut-être qu'on va pouvoir choisir nous-mêmes la couleur du plâtre. C'est hallucinant. Nicolas Mirkovic, pardon si vous voulez réagir. Oui, Vos bien premières- sûr, et j'aimerais bien reprendre ce sujet des éléments de langage dont Philippe Béchade vient de parler. Il y en a un qui est majeur, c'est qu'on parle tous d'un accord. C'est pas un accord, il n'y a pas d'accord. Quand il y a un accord entre parties, c'est-à-dire que les deux parties ont exprimé des positions et à la fin sont tombés sur un consensus, ça c'est un accord. Ici, nous avons affaire à un ukase, c'est une décision arbitraire, étatique. C'est l'empereur qui vient voir sa région administrée et qui lui donne des règles, et qui lui donne l'ordre de respecter ce qu'il lui demande. Voilà ce qui vient de se passer entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans cette discussion. Donald Trump vient en Europe donner les ordres à Ursula von der Leyen. Elle ne défend aucun intérêt européen. Et est-ce que vous n'avez pas dit que la construction européenne avait pour objectif de faire de l'Europe une puissance économique mondiale, qu'en travaillant ensemble, qu'en intégrant nos marchés, en les ouvrant à la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises, nous allons devenir une puissance mondiale capable de rivaliser avec les États-Unis et la Chine? Mais regardez, toute cette argumentation s'écroule, s'effondre. On n'est pas capable de rivaliser. Comme Philippe Bichard vient de le dire, beaucoup d'éléments principaux, majeurs de nos économies aujourd'hui dépendent des États-Unis, des serveurs sur lesquels on stocke nos données, les outils que nous utilisons pour rédiger nos rapports, pour faire nos calculs, nos algorithmes sur différents marchés aujourd'hui, sont utilisés par des instruments américains et même des instruments de surveillance de nos propres États. C'est-à-dire que le service de renseignement européen se sert d'outils américains pour faire leur outil de renseignement. Comment voulez-vous être une puissance internationale, comment dire, indépendante, si vous dépendez d'une puissance extérieure? Donc là, je pense que la première chose, c'est qu'on vient de montrer au monde entier, si c'était nécessaire, que l'Europe n'est pas une puissance indépendante. C'est un vassal des États-Unis. Et je rappelle que ce terme n'est pas nouveau. C'est Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier qui le dit très clairement. L'Europe de l'Ouest est globalement un vassal des États-Unis. N'oublions pas dans Verbatim, Jacques Attali qui rappelle à François Mitterrand comment celui-ci se plaignait de Ronald Reagan qui gérait la France comme la France gérait son empire colonial. Il dira aussi à une autre occasion, François Mitterrand, que les Français ne s'en rendent pas compte, mais il y a une guerre avec les États-Unis, une guerre non pas sans mort, mais une guerre à mort. Cette guerre n'existe plus. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans cette étape de vassalisation. Et si c'était encore nécessaire, je vous invite à lire soit les livres d'Anaïs Lacroix ou d'Éric Branca sur l'influence déterminante majeure de Washington, des États-Unis
dans la construction de l'Union européenne. Ce qui vient de se passer là, c'est juste, on vient d'assister à la façon de faire de Donald Trump. Tout ce qu'on a vu ces derniers jours, tout ce qu'on entend, c'est fait depuis très longtemps. Depuis longtemps, les États-Unis tordent le bras à l'Union européenne, non pas pour la contraindre parce qu'elle n'était pas d'accord sur un point, mais les États-Unis ont façonné l'Union européenne. Et c'est pour ça que nous sommes dans une société qui est tellement américanisée aujourd'hui. Sauf que ça s'est fait de manière diplomatique. On ne voyait pas. Les Américains faisaient semblant de lâcher quelque chose aux Européens. Là, Trump est arrivé dans le monde multipolaire qui est en train de se construire. Eh bien, il est venu donner les ordres aux Européens et les Européens obéissent. Et le fait que la tête de l'État français ne dise rien en dit long. On dit long, François Bayrou est monté au créneau, mais c'est pas parce qu'on montre nos muscles qu'on va faire quelque chose. Donc je pense que c'est évidemment extrêmement grave. Malheureusement, Niki Novi soupçonné, ce n'est pas nouveau. Ça fait depuis très longtemps que les États-Unis nous traitent ainsi, et nous ne sommes pas. L'Union européenne n'est pas une puissance indépendante. C'est une région vassalisée des États-Unis, et je pense que c'est extrêmement ça qu'il faut comprendre. Beaucoup de personnes ouvrent les yeux maintenant. Malheureusement, ce n'est pas une chose nouvelle sur la scène géopolitique mondiale. Oui, et puis Philippe Béchade, je me permets de rebondir sur... vous avez évoqué le sommet de Pékin. Je rappelle quand même que Xi Jinping avait refusé de venir en Europe pour ce sommet, enfin le sommet Union européenne, pardon, Chine, qui était jeudi dernier. Et une semaine avant, il y avait eu le sommet, à Beijing. Et donc, pour reprendre, pardon, pour être plus clair, le sommet de Pékin qui a eu lieu jeudi dernier a été une catastrophe. C'était censé commémorer les 50 ans de relations diplomatiques entre l'Union européenne et la Chine. C'est-à-dire il y a la Chine qui a montré les muscles avec l'Union européenne à Pékin. Et de l'autre côté, ça a permis, on va dire, aux États-Unis un petit peu de pouvoir après rééchanger avec la Chine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a eu la confirmation que la Chine et les États-Unis allaient reporter de 90 jours leur tarif douanier. C'était peut-être pas Alors, très clair. vous voyez mon sourire. Alors effectivement, on célébrait les 50 ans de relations entre l'Europe et la Chine et surtout les 60 ans de la reconnaissance de la Chine par la France. La France n'était pas d'ailleurs représentée, elle était représentée par, tiens, Ursula von der Leyen. Les médias se sont montrés extrêmement discrets sur les tenants, les aboutissants. Bon, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas conclu grand-chose. On comprend que l'intérêt de la Chine, évidemment, ils savent que ça va être moins facile avec les États-Unis, donc ils savent que ils peuvent peut-être translater une partie de leur commerce vers l'Europe, même si on est en perte de vitesse, même si on est en train de s'appauvrir, surtout en France, à un rythme assez vertigineux, on est encore une clientèle solvable. Et en plus de ça, les Chinois peuvent dire, bah, écoutez, les Américains, ils sont vilains, nous, on va faire exactement tout le contraire. D'ailleurs, on va faire ce que on prône. Et ce que, d'ailleurs, Xi Jinping a répété à Davos, car il y était, hein, au mois de janvier, il a plaidé vraiment pour un commerce international libre, sans entrave, vraiment le libre commerce, la mondialisation heureuse à laquelle Trump a mis fin lors de son premier mandat, il faut s'en souvenir, hein, et en 2016, hein, c'était même son thème de campagne. Donc la Chine, oui, va certainement essayer de négocier quelque chose avec l'Europe, et ça va certainement être l'ouverture du marché européen aux véhicules chinois, les seuls d'ailleurs que les Français peuvent se payer aujourd'hui. Parce que quand ils ont réglé leur facture d'électricité qui va encore augmenter là dans 48 heures, ils n'ont plus vraiment les moyens d'acheter un véhicule 100% électrique à 36 000 euros avec 250 km d'autonomie, c'est-à-dire 2 fois plus cher qu'un véhicule thermique et qui va 3 fois plus loin. Donc la Chine, je pense qu'elle voit, elle, une opportunité d'avancer ses pions en Europe. Et alors là, je dirais bravo à Donald Trump. C'est effectivement le roi du deal et c'est probablement également le roi du bluff, car il avait dit il y a 10 jours, et avant que la délégation européenne se pointe à Pékin, ça y est, on a conclu un deal avec la Chine, sans préciser les termes.
Ah, ça voulait dire quoi? Bon, bah, vous avez vu, hein, on a fait plier le Japon, la Chine, elle a déjà accepté, donc vous, Européens, si vous acceptez pas, vous allez être les derniers, et vous, ça va vous coûter 20 ou 25%, et non pas 15. En fait, ça aurait dû coûter rien du tout si on avait été effectivement la puissance qu'on prétend être qui a été d'ailleurs bien souligné hein, par M. Mirkovic. C'est vrai qu'on n'est pas une puissance, on n'est pas une puissance du tout. Et en fait, c'est inhérent à la construction de l'Europe général de Gaulle, je vais citer un petit peu de mémoire, hein, mais lorsque on lui a présenté ce projet d'Europe fédérale, et je crois que à l'époque c'était Walter Hallstein, hein, qui, à mon avis, sur instruction américaine, venait poser les bases de la future Europe, euh, De Gaulle avait dit, Hallstein, il se prend déjà pour le président d'un gouvernement supranational. Il ne cache même pas son plan qui consiste à transposer au niveau européen la structure de l'Allemagne fédérale. Une structure qui sera, en plus de ça, organisée afin que personne n'ait à répondre devant les peuples et que aucun n'ait à assumer ses responsabilités. Et je pense que ça doit dater peut-être de 65 ou 66. De Gaulle était visionnaire. Philippe Séguin, dans un discours célèbre, je crois que c'était en 98, avait également prévenu de ce qui attendait l'Europe. Et l'Europe, quelque part, elle est exactement conçue de la façon dont les Américains l'ont envisagé dès la Seconde Guerre mondiale. Ils voulaient garder le contrôle, évidemment, sur l'Europe. Et ils ont donc proposé une structure, une architecture qui les rendait complètement soumis voilà, le terme a été prononcé, et c'est vrai, on a été complètement vassalisé, même en prétendant qu'on avait cette fois-ci une institution, 450 millions de consommateurs, la première zone économique mondiale, etc. Et en fait, on est incapable de s'entendre à 27, on est incapable évidemment de peser face aux États-Unis. Et en plus de ça, je le répète, on s'est fait bluffer comme des bleus hein, avec le soi-disant accord signé entre les États-Unis et la Chine, alors qu'on voit qu'ils repartent pour 90 jours. Peut-être que nous, si on avait tenu 90 jours de plus, on aurait peut-être pu obtenir mieux que 15%. Je dis ça, je dis rien. Oui, et pour rebondir, alors est-ce que Ursula von der Leyen ne vient-elle pas sans s'en rendre compte, de signer la mort de l'Union européenne, du moins telle que nous la connaissons? Est-ce qu'elle ne vient pas d'offrir un boulevard au mouvement souverainiste européen? Ah oui, elle ouvre un boulevard. Ce qui vient de se passer est malheureusement génial parce que elle montre au grand jour la nature de la relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Elle montre le peu de poids que représente l'Union européenne sur le plan international, comme le vient de dire M. Béchat, dans un moment où les États-Unis sont affaiblis sur le terrain international, où il y a un monde multipolaire qui est en train de naître, c'était le moment, plus que jamais, pour l'Union européenne de s'affranchir du lien qui la tâche aux États-Unis. Elle ne l'a pas fait, elle a montré sa véritable nature. Elle n'a rien fait pour défendre l'intérêt des Européens et on demande encore où est cet intérêt des Européens. Ça montre aussi que l'Union européenne ne fonctionne pas. Ce n'est pas un problème de gouvernance de l'Union européenne. Quand vous avez un projet qui a été influencé, financé, façonné par les Américains, même s'il y avait une volonté des Européens, malgré ces deux guerres mondiales terribles, d'essayer de construire quelque chose de nouveau pour empêcher les guerres, et on peut louer cette envie, la réalité est que cette Union européenne politique a été poussée, encouragée par les Américains. Tout le plan Marshall va dans ce sens-là. Paul Hoffman, qui est le premier administrateur du plan Marshall, dit très clairement qu'il lui veut un marché unique européen. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent ce marché? Et pourquoi est-ce qu'ils veulent un marché unique? Parce qu'il est beaucoup plus facile pour des entreprises américaines qui font des gains de productivité sur des productions de très grande intensité aux États-Unis, d'exporter
au Danemark, au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, que vous avez une seule loi, une seule monnaie, des règles qui sont quasiment les mêmes partout. C'est plus compliqué quand vous êtes obligé de prendre des interprètes, des avocats pour vendre dans les différents pays. Et aussi, c'est un protectorat militaire. Si les Américains ont laissé autant de militaires sur le territoire européen, ce n'est pas pour le bien des Européens, mais c'est pour défendre ce que les Américains ont conquis. J'explique dans mon livre L'Amérique Empire cette vassalisation des États-Unis, cette servitude volontaire. N'oubliez pas que Paul Valéry, dans Regard sur le monde dès les années 30, avant même la Deuxième Guerre mondiale, dit que les Européens aspirent à être gouvernés par une commission américaine. Parce qu'il y a une espèce de lassitude européenne. L'Europe n'arrivait pas à se chercher, les empires avaient été détruits, l'Europe sortait de la guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était encore plus facile pour les États-Unis de prendre la main. Mais ce que les Américains ont toujours fait, c'est qu'ils ont colonisé les élites. La grande différence de la colonisation américaine par rapport à la colonisation européenne, c'est que les Américains ont colonisé les élites, que les personnes soient de gauche, de droite, chrétiennes, pas chrétiennes, quelle que soit la religion. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était des personnes en place pour défendre les intérêts des Américains. Ursula von der Leyen incarne parfaitement cette élite et on a différents responsables politiques en France, de gauche comme de droite, qui sont sortis de la French American Foundation, qui ont été dans des banques américaines, qui ont été des centres, dans des cabinets de conseil américains. Et ces personnes-là défendent les intérêts du modèle atlantiste. Et ce modèle atlantiste, pour eux, est ce fameux modèle mondialiste. Le mondialisme, c'est le cachex de l'Empire américain. Et nous le savons aujourd'hui très, très clairement. Et Ursula von der Leyen vient de le montrer au grand jour. Elle vient de le montrer au grand jour parce qu'elle n'a rien défendu. Et au contraire, n'oublions pas que dans cet accord, c'est un engagement sévère pour les Européens qui doivent acheter pour 750 milliards qui s'engagent, hein, de dollars, on ne parle même pas d'euros, hein, de dollars d'hydrocarbures américains. N'oublions pas que nous avions en Europe des hydrocarbures qui étaient pas chers en provenance de la Russie. Mais il y a eu cette fameuse guerre dont les intérêts, on sait aujourd'hui, dont les Américains défendent le mieux, défendent leurs intérêts. Dans cette guerre, on a un pipeline qui apportait du gaz de bonne qualité, pas cher en Europe. Il a été détruit, on ne sait pas tout. Seymour Hersh, un des plus grands journalistes d'investigation américains, pointe clairement Washington, et il n'est pas le seul. Cette guerre sert les intérêts des Américains. Nous sommes aussi obligés de faire des investissements, d'acheter américains. Vous imaginez? Et en plus, si on exporte nos produits, ils nous accordent des droits de douane qui vont être pénalisants pour de nombreux fabricants français, européens. C'est-à-dire que c'est un accord qui se fait au détriment des Européens. Et je rappelle, et je raccroche juste une dernière voiture à ce long train d'actes de soumission des Européens vis-à-vis des États-Unis, qui sont les 5% du PIB que nous devons maintenant comment dire, consacrer à l'OTAN, qui est une organisation américaine. Les pays membres de l'OTAN sont la Légion étrangère de l'armée américaine. Ces 5% vont servir à acheter des armements américains. N'oublions pas qu'à peu près une dizaine d'années, 65% des achats d'armes par les pays européens de l'OTAN se faisaient dans des pays européens. Aujourd'hui, 65% des achats d'armement se font essentiellement auprès des États-Unis. Et vous avez même ce paradoxe suprême, et je terminerai là-dessus, où des nations européennes qui sont récipiendaires nets d'aide de l'Union européenne, c'est-à-dire qui reçoivent plus d'argent, notre argent, qui en donne à l'Union européenne, se servent de cet argent pour acheter de l'armement américain. Est-ce qu'il faut en remettre une couche sur la nature complètement perverse de cette Union européenne qui ne défend pas du tout les intérêts des Européens et qui clairement aujourd'hui défend les intérêts des États-Unis? Oui, Philippe Michel, est-ce que vous voulez réagir? Ben, la progression, hein, on va dire, commerciale, hein, de l'industrie de l'armement en Europe, elle est absolument incontestable et elle est liée justement au fonctionnement de l'OTAN et à ses normes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui coûte le plus cher, évidemment, ce sont les chasseurs bombardiers, ce sont les systèmes qui servent à les protéger, ce sont les systèmes patriotes. Tout ça, c'est énorme. On n'achète pas de sous-marins aux Américains, ni de porte-avions. Donc, qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qui est le plus cher, le plus coûteux? De très très loin, les fameux F-35 qui, je le rappelle, pour des questions de gestion de radar, sont aujourd'hui pas opérationnels. J'espère qu'ils le seront d'ici 2030 et que donc M. Poutine aura la bonté de ne pas traverser l'Europe en quelques semaines
parce que ça sera beaucoup plus facile de traverser toute l'Europe et 450 millions de gens qui s'opposent à lui que de progresser de 3 ou 4 kilomètres à travers l'Ukraine en l'espace de 3 ans. Voilà. Donc, quand on achète un F-35, eh bien, on est contraint par le fait que ce sont les seuls vecteurs pour transporter des armes atomiques américaines. Et ils en jouent très très bien. Donc, de ce fait, euh, on ne peut même pas imaginer qu'on va aller négocier que les Rafales soient adaptés justement aux munitions américaines. Non, non, ils n'accepteront jamais. Donc en fait, on est prisonnier en fait d'un environnement comme ceux qui aujourd'hui, depuis 15 ans, sont dans l'univers Apple. Ben, ils ont tout leur univers, ils changent d'appareil, tout s'upload, etc. Quand vous êtes dans un univers, vous ne pouvez pas en sortir. Et l'industrie de l'armement américaine a parfaitement compris comment ils pouvaient nous lier. Alors effectivement, après ça, qu'est-ce qu'on voit? La Pologne, eh ben oui, avec ses excédents euh, que lui offre l'Europe, ils achètent des F-35. Les pays-baltes, j'en parle pas. Alors c'est plus que vassalisé aux États-Unis. C'est carrément les petits télégraphistes, hein. Donc c'est là qu'on voit effectivement la puissance américaine, l'influence américaine. Et je vais en revenir à De Gaulle. Il y a 50 ans, il expliquait déjà hein, que l'Europe, telle qu'il la voyait se constituer, et c'est une mafia supranationaliste. Il ne citait pas les États-Unis parce que bon, il ne fallait pas non plus être trop brutal. Et il expliquait que ceux qui aujourd'hui se retrouvaient commissaires parlementaires, fonctionnaires, ce sont en fait les ennemis de l'intérieur. Mais là encore, il a été complètement visionnaire. Et aujourd'hui, nous sommes à la merci de commissaires qui, pour la plupart, sont des gens d'une extrême médiocrité, hein. Il suffit de se rappeler qu'on a eu Moscovici hein, comme responsable des finances au niveau européen, qu'aujourd'hui on a Monsieur Stéphane Séjourné, hein, ex-ministre étranger aux Affaires, des gens effroyablement médiocres. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez échoué dans votre pays ou que vous êtes trop mauvais pour qu'on vous confie une responsabilité, on vous upgrade à la Commission européenne. Et tout ça, ça s'opère au travers de tractations politiques. En réalité, on voit bien l'intérêt des États-Unis qui, par derrière, disent ah oui, oui, celui-là, on en veut bien. Ou celle-là aussi, la Caracalla, elle est complètement hystérique, anti-russe. Elle, faut la prendre. Hein, parce que, alors, elle est totalement prête à servir le narratif de la CIA, de l'État profond, de tout ce que vous voulez. Donc, en fait, quand vous êtes mauvais au niveau politique dans votre pays, vous êtes en quelque part récupéré par des gens très bienveillants qui ensuite vous accompagnent vers les hautes sphères de l'Europe. Et vous êtes obligé évidemment d'obéir totalement à votre mentor parce que vous êtes nul. Donc comme vous êtes nul, eh ben, c'est votre mentor qui vous dicte quoi dire, quoi faire. C'est exactement ce qui arrive avec Caracalas et avec Ursula von der Leyen. Là, je pense que ça nous pète à la figure complètement. Et je vais peut-être vous sortir une hypothèse complotiste, mais qu'est-ce que Trump avait dans son chapeau pour que Ursula von der Leyen ne négocie pas 90 jours de négociations en plus? Qu'est-ce qui fait qu'elle a accepté finalement toutes les conditions posées par Trump? Est-ce que quelque part, Trump avait sur un petit billet ou un petit dictaphone les échanges vocaux entre Ursula von der Leyen et M. Bourla ou ses SMS? C'est à se poser la question. Oui, alors après, Ursula von der Leyen n'avait pas un très beau bilan quand elle avait été ministre en Allemagne. Ah bah, elle a échappé à la prison hein, en étant Oui. upgradée à l'Europe, hein, voilà. Donc c'est ça, en fait, la question, est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est intentionnel? On a un petit peu du mal à comprendre. Moi, je Enfin, pense moi, il pardon. faut passer j'ai cru pendant longtemps qu'on n'avait que les incompétents. Il n'y a pas que les incompétents. Il y a vraiment cette construction européenne. On le sait aujourd'hui. Et il suffit de se renseigner. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Est une construction atlantiste. Le politologue allemand naturalisé américain après la Deuxième Guerre mondiale
Karl Friedrichs dit que une construction européenne doit même servir de marchepied au projet mondialiste. Et quand on lit les textes d'Hoffman, donc le premier administrateur du plan Marshall, quand on voit l'implication des Américains, des services de renseignement à travers l'American Community on United Europe, tout converge vers cette construction d'un modèle atlantiste et plus tard mondialiste. Ce qui se passe aujourd'hui est que le monde échappe aux États-Unis. Le projet mondialiste, tel qu'il devait se déployer, a plusieurs grains de sable, voire même de titane, on pourrait dire aujourd'hui, dans l'engrenage. Et Donald Trump est en train de s'assurer que les territoires contrôlés par les Américains aujourd'hui restent soumis aux États-Unis. C'est ça le message de Donald Trump aussi dans ses négociations. Et comme le disait Philippe Echad il y a quelques instants, le monde entier ne se plie pas aux ukases des États-Unis. Ça, c'est un élément qui est important à prendre en compte. N'oublions pas que Donald Trump avait été élu pour défendre les intérêts des Américains en premier. Je pense que beaucoup d'Américains en sont revenus et voient que Donald Trump poursuit cette politique impériale, à la différence près qu'aujourd'hui, il est en train de s'assurer du domaine américain dans ce monde multipolaire. Je pense que même Donald Trump sait qu'il ne va pas être capable de contrôler tout le monde. Je pense qu'une partie de son entourage le pousse à tenter de mettre en place, de finir cette hégémonie américaine. Mais Donald Trump, lui, il a clairement montré au monde entier que, et vous lisez la presse américaine aujourd'hui, la presse est unanime pour dire que Donald Trump a vraiment tordu le bras d'Ursula von der Leyen, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Europe, auprès de l'Union européenne, dit que même Donald Trump a frappé Ursula von der Leyen avec une planche en bois. Enfin, c'est une expression américaine qui se traduit mal. Enfin, c'est pour dire, on pourrait dire avec une baramine. Ça, c'est l'image de la négociation que les Américains ont. Et Donald Trump est en train de verrouiller son contrôle sur les territoires, sur les territoires d'influence américaine. Et c'est une politique impériale américaine qui existe depuis 1776 et la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ce n'est en rien nouveau. Ce qui est nouveau est le fait que cela se fasse au grand jour, avec des termes extrêmement forts, de manière très peu diplomatique, et que notre soumission est juste est juste montrée au monde entier. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans ces discussions internationales. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de l'incompétence. Le fait que Emmanuel Macron soit issu de la French American Foundation, le fait que nous ayons des ministres qui soient tous de droite comme de gauche, atlantistes, vous prenez un gouvernement Sarkozy, Hollande, Macron, qu'est-ce que nous avons changé au niveau international? Qu'est-ce que nous avons changé au niveau national? Qui s'élève quand les Américains nous plantent un couteau dans le dos pour rendre leur sous-marin à la place d'un accord que nous avions signé avec les Australiens? Personne. Quand le Charles de Gaulle est comment dire, dans les mers au Moyen-Orient, il est sous commandement américain. Je veux dire, qu'est-ce qu'il nous faut le plus? Et n'oublions pas, puisqu'on cite De Gaulle, je vais mettre aussi une citation de De Gaulle qui disait que dans les années 60, au début des années 60, que le grand drame pour la France était l'empire américain. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il a dit ça il y a plus de 60 ans? Il y a plus de 60 ans, c'est juste la grande différence par rapport à cette époque-là, que ces choses n'étaient pas sues comme elles le sont aujourd'hui, qu'il y avait encore de la volonté dans l'élite française de cette époque-là de résister, déjà de défendre les intérêts de la France. Et puis au bout d'un moment, cette colonisation des élites américaines a marché et nous n'avons même plus quelqu'un au niveau du gouvernement aujourd'hui, ou même plus une école de pensée qui dirige la France aujourd'hui, qui veuille défendre l'intérêt des Français. Et pourquoi pas un projet européen annexe, certainement pas dans l'Union européenne. Pourquoi pas un projet de collaboration entre pays, mais européen, mais une collaboration d'États souverains. Vous n'avez plus personne aujourd'hui qui défend ces idées au niveau des partis, on va dire, institutionnels. Et ça vous montre à quel point nous sommes aussi inféodés dans cette logique de soumission par rapport aux États-Unis. C'est la colonisation des élites. On pourrait même parler de la coca-colonisation des élites et de nos esprits, où nous sommes, voilà, les serviteurs bienheureux de l'oncle Sam, qui évidemment veut notre bonheur. Oui, alors pour vous, c'est essentiellement, enfin c'est surtout, euh, dites-moi si j'ai mal compris, avant tout impérialiste, c'est pas protectionniste. C'est pas tant protectionniste de la part de Donald Trump. Ah non, pas du tout. Ouais. C'est pas protectionniste du tout, parce que Et aujourd'hui, là, il a- pardon, alors, le message peut-être qu'il pas du envoie, tout. Je vous en prie. pardon, excusez-moi. Le message qu'il envoie, c'est quand même tout Je ce qui produire peut aux être États-Unis. placer, En ça, vous avez c'est-à-dire, raison. Ouais. vous voulez vendre, et bien dans ce cas-là, venez chez nous.
Si vous Alors, voulez, en on cela, vous avez raison. prendre un territoire. Il ferme pas sa frontière. Enfin, voilà, il ne ferme pas ses frontières. Il oblige les pays vassalisés à acheter américain. Et il défend, à vrai dire, et on peut pas Là, lui se en délocaliser, oui. il défend l'emploi américain. Quand il vend des armements américains, il défend l'emploi de l'ouvrier, de l'ingénieur américain. Quand il vend les hydrocarbures issus de schiste américains aux Européens à des prix qui sont souvent 4 fois plus chers que ce qu'il vend à ses propres entreprises, il fait le bonheur de l'économie américaine. Et en ça, il protège son marché, il protège ses employés, enfin ses employés, l'emploi aux États-Unis, il protège ça. Oui, en cela, vous avez raison, c'est protectionniste, mais c'est avant tout une vision impériale. C'est pour ça que je disais non à votre remarque sur le protectionnisme. C'est pas avant tout protectionniste, c'est avant tout impérial, puisqu'il impose ses lois à des nations qui normalement ne lui sont pas sujetties. En revanche, en faisant ça, c'est clair qu'il défend l'emploi américain, il défend les intérêts des Américains. Philippe Béchal, est-ce que vous voulez réagir? Pourquoi pas? Alors, je vais rebondir sur le concept d'impérialisme. Je vais élargir un petit peu euh, l'horizon de notre débat. Quand un empire est sur le point de se disloquer, il fait deux choses. La première chose, il fait payer un tribut plus élevé aux provinces qu'il a conquises. Ça a toujours été le cas. Il demande plus d'esclaves, hein, quand on est dans une époque un peu reculée. Ensuite, il demande plus d'or, il demande plus de blé. Bref, quand l'empire cesse d'être profitable sur une dynamique d'expansion économique, il va piquer chez les autres. Et la plupart des empires se terminent de cette façon. Ils terminent dans la décadence, ils terminent comme vous voulez, mais économiquement, ça commence déjà comme ça. Et ensuite, un empire qui est sur le déclin sacrifie sa monnaie. Trump demande, exige, vocifère auprès de Powell pour qu'il abaisse les taux, tenez-vous bien, de 4,25, 4,50 à 1, voire 1,5, soyons raisonnables. 300 points de baisse. 300 points de baisse des taux, si c'était, on va dire, mis en place à partir du printemps 2026 avec la nomination d'un nouveau patron de la Fed qui sera évidemment favorable à Trump, ça veut dire que le dollar pourrait perdre 15-20% de plus. Euh, Tous les empires au bord de la faillite ou de la dislocation commencent par émettre de la monnaie de singe. Anciennement, on rognait les pièces en bronze, je n'en parle même pas pour les pièces en or, on peut presque voir au travers. Euh, on commence évidemment par rendre la monnaie défaillante. C'est ça. Alors qu'un empire solide, puissant, en expansion, il émet une monnaie dite de réserve. On se dit, cette monnaie ne peut que prendre de la valeur. J'ai confiance, j'en stocke. Là, aujourd'hui, Trump dit aux gens, vous allez acheter américain, hein, vous allez commercer avec nous. Hein, et quand vous allez nous acheter des biens, nous, on va vous filer de la monnaie de singe en échange. Et en plus de ça, vous avez intérêt à la stocker, hein, la monnaie de singe, hein, parce on sait qu'elle va perdre de la valeur. Mais vous allez la stocker, donc vous allez vous prendre toute la moins-value que cette monnaie va subir. Et si vous ne la stockez pas, je vous colle des droits de douane supplémentaires. C'est ça le dialogue. C'est dit de la façon la plus ouverte et manifeste. Les pays qui voudront ne plus utiliser le dollar ou se dédollariser écoperont de droits de douane de non pas 15, non pas 30, mais 100%. Autrement dit, si vous voulez plus utiliser le dollar, ok, on va au bout de la logique. Eh ben, du coup, eh ben, vous n'exporterez plus rien vers les États-Unis. Donc effectivement, là, vous pourrez ne plus acheter de dollars et ne plus financer le déficit américain, mais au moins vous savez que vous ne vendrez plus un article, vous n'exporterez plus un quintal de blé ou de matières premières, c'est fini. Voilà. Donc c'est extrêmement brutal et c'est effectivement des méthodes dignes d'un empire finissant, parce qu'un empire qui est croissant, les gens se disent, qu'est-ce qui marche bien? Ah ben, il y a plein de trucs là qui effectivement sont peut-être à retenir, à mettre en œuvre, et on va nous s'aligner sur l'Empire parce que ça marche.
ça marche. Et en plus de ça, on a confiance dans l'avenir puisqu'on a une monnaie qui ne va pas se dévaloriser. C'est exactement le scénario inverse que nous proposent les États-Unis. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Ce sujet sur l'Empire américain et les relations que nous avons avec les États-Unis est malheureusement inépuisable. Ce qui est triste, c'est que nous regardons le bateau européen couler, que nous regardons la nation française être tirée vers le bas. À aucun moment, et on peut dire non, hein, on devrait. Bon, je rappelle que cet accord n'est pas encore complètement officialisé, mais ça donne l'intention, ça montre la nature des relations. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on va défendre, si on prend du recul, comment est-ce qu'on va défendre l'emploi français quand on fait ça, quand on va acheter américain? Vous voyez, déjà aujourd'hui, quand vous parliez tout à l'heure, vous disiez, est-ce que ce sont des politiciens qui sont incompétents ou est-ce que c'est volontaire? S'il y avait la volonté de construire une Europe puissance, imaginons, d'accord? On aurait fait ce que la France avait fait quand elle avait construit une France puissance. La France avait décidé de se doter de l'arme atomique. Elle l'a fait et se donner les moyens. La France avait voulu être, à participer à la construction du Concorde, le train haute vitesse, le TGV, les 300 km/h, ça date du siècle dernier. D'autres nations se sont donné les moyens. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place des projets de train à 500, 600 km/h. Nous, on est très contents, mais on est toujours à 300 km/h. Si on ne s'est pas doté des fonds nécessaires pour faire de la recherche et de l'investissement pour développer notre économie, pour faire en sorte qu'elle puisse être adaptée à ce monde qui bouge. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on a dit l'Union européenne va le faire. Et d'ailleurs, c'est pas rare d'avoir des responsables politiques français, de gauche comme de droite, dire on ne peut pas faire, c'est un projet européen. L'Europe va nous aider. Mais aujourd'hui, comme on le disait en début de discussion, nous utilisons des projets, des produits américains. Est-ce que vous croyez 5 secondes que les États-Unis vont accepter que nous remplacions certains des outils de bureautique que nous utilisons aujourd'hui, qui sont fondamentaux pour n'importe quelle entreprise, que nous les remplacions par des outils européens? Si on était vraiment on voulait faire une Europe puissance, on aurait fait ces outils, on se serait protégé, on aurait des satellites majoritairement européens, on aurait des outils d'informatique européens, on aurait une téléphonie européenne, on aurait des ordinateurs, des PC européens. On a qui utilise un PC européen aujourd'hui? Personne. Et quand c'est pas américain, c'est chinois, c'est asiatique. Si vous voulez, on n'a pas construit cette Europe puissance parce que le projet dès le départ, je le rappelle, est de faire de l'Europe une chasse gardée des États-Unis. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et aujourd'hui, on voit que l'Europe n'est pas capable, elle n'a jamais été capable parce qu'elle n'en a jamais voulu. Donc je pense qu'il est important aussi de soulever à l'occasion de cet échange catastrophique pour les Européens en Écosse entre Trump et von der Leyen, de se poser sérieusement la question du retour à la souveraineté de la France. Je pense que vraiment, plus que jamais, la France en a les moyens, elle l'a fait dans le passé. Quand vous savez, on est en train de foncer dans le mur, il n'y a pas de honte à freiner et à faire demi-tour et à retrouver un autre chemin. Je pense que c'est ce message-là que les Français doivent mûrir sérieusement en ce moment. Et est-ce que, alors, du coup, donc là, ce serait un retour du souverainisme. Est-ce que, au contraire, ça va pas, certains, je pense notamment à Valérie Ayer qui a réagi à l'accord, donc qui est présidente, enfin, qui est de la Macronie et qui est présidente du groupe Renew Europe, donc normalement quand même très très proche de la vision d'Ursula von der Leyen. Est-ce que ça va pas pousser, au contraire, à un renforcement de l'Europe? Non, ben, le seul Là, on renforcement, parlait de populisme, mais sous une autre forme. Est-ce qu'ils vont pas justement aller dans une fuite en avant, enfin une fuite en avant, bien sûr, mais en disant ça n'a pas c'est marché, parce qu'il nous manque telle compétence. ne marche pas, il faut plus d'Europe. Voilà la réponse qu'ils nous donnent. Et c'est faux. On juge un arbre à son fruit. L'Europe n'a rien apporté. Regardez, l'Europe aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se soumet aux États-Unis, elle fait à l'Ouest, et à l'Est, elle veut faire la guerre contre la Russie. Est-ce qu'il faut être plus suicidaire que ça? Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ceux qui sont à la tête de ce projet qui ne marche pas ont perdu la boussole. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne mentent. Ce sont des menteurs depuis le départ. Pourquoi est-ce qu'ils se mettraient à dire la vérité aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils vont réparer aujourd'hui et demain ce qu'ils ont détruit hier? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous êtes en train de faire construire une maison et que votre maçon il commence à faire un toit qui penche, s'il fait des murs qui sont pas droits, vous allez changer. Vous allez pas dire, et lui, il va pas vous dire non, non, il me faut plus de briques pour m'en sortir. Il va me falloir plus de mortier. Ça ne marche pas. Personne ne ferait ça. Si vous ne faites pas ça avec votre propre maison, pourquoi feriez-vous ça avec votre continent, voire même encore votre pays? Ça n'a pas de sens. Donc le plus d'Europe, c'est un leurre. Ce sont des politiques fanatisés, c'est des extrémistes, et qui n'ont que le mot Europe à la bouche, mais qui n'ont pas construit l'Europe.
Ils n'ont pas construit l'Europe, ils sont en train de la détruire en la sous-mettant aux États-Unis et en cherchant la guerre avec la Russie. Et ça, c'est ce qui nous pend au nez, la pauvreté et la guerre. Et je peux vous garantir, moi qui ai connu ça sur d'autres territoires en Europe notamment, c'est pas beau à voir et personne n'a envie de vivre ça. Vous êtes plutôt pessimiste sur les choses à venir. Alors, Enfin, je sais juste pour pas. terminer Pas- là-dessus, je Ouais. suis extrêmement optimiste sur la capacité des Français à se réveiller parce qu'on l'a déjà montré dans le passé. La France a connu des guerres civiles, on a connu des invasions, on a connu des épidémies, on s'en est sorti et il y a encore du génie français, j'y crois. Mais donc ça, oui, mais en revanche, je suis très pessimiste pour la construction d'une Europe souveraine. Et non pas pessimiste, je suis clair et net là-dessus. Elle ne fonctionne pas, elle ne marchera pas et il faut lutter contre cette construction qui ne veut pas notre bien. En revanche, il faut se réveiller et puis il faut s'engager. Je le redis à chaque fois, il ne faut pas attendre des autres qui bougent à notre place. La reconquête de la souveraineté se fera par la volonté des Français. On n'a pas besoin d'être des millions. Des milliers suffisent, mais il faut être formé, il faut être organisé, il faut avoir la volonté. Et on l'a fait dans le passé. Vous savez, il n'y aurait pas eu de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale s'il n'y avait pas quelques résistants au départ. Et à la fin, on sait qui a gagné, mais il fallait bien ces premiers résistants. Il y en a aujourd'hui, il faut les suivre. Mais si on croit en la France, si on croit que le peuple français a encore ce génie, eh bien, il faut se battre. C'est aussi simple que ça. Ouais, je pense il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. Donc, l'Europe, par construction, elle est anti-souverainiste. Je rappelle donc que cette conception, hein, elle est complètement américaine. Hein, ça, c'est pas enseigné hein, dans notre cursus classique, mais ça devrait pourtant être un des points centraux de l'économie et de la géopolitique post-années 60, c'est que l'Europe a été conçue. C'était une Europe, effectivement, des commissaires, des experts, mais qui, pour exercer leur ministère, devaient donc complètement oublier de quel pays ils venaient. D'ailleurs, c'est ce que M. Moscovici, qui venait d'être éjecté de Bercy après avoir creusé les pires déficits qu'ait connu la France, qui est venu, je me rappelle, c'était absolument risible, expliquer que la France se gérait très très mal et que sa trajectoire de déficit était totalement déraisonnable, alors que c'était lui. Il venait de quitter son poste et il critiquait le ministre des Finances qui avait laissé dériver les déficits. C'était extraordinaire. Les absurdités auxquelles on assiste sont fantastiques. Et pour en revenir donc à cette Europe, là, les hauts commissaires, les hauts responsables doivent observer cette neutralité et œuvrer à l'ensemble. Donc, ils ne doivent plus répondre devant le peuple dont ils sont issus, et ils n'ont plus aucun compte à rendre à leurs anciens collègues, voire au président qui assistait au Conseil des ministres. Hein, et ces gens-là, sont totalement sous influence. Donc la conception est américaine et l'influence sur ces gens est également complètement américaine. Alors, pour revenir aux fondamentaux, qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Ah, la souveraineté qui n'est pas évidemment un projet complotiste d'extrême droite. La souveraineté, c'est d'abord la souveraineté monétaire, donc battre monnaie, et dans l'intérêt de son pays. C'est la souveraineté législative, c'est-à-dire que le peuple décide pour lui-même ce qui est bon, alors que nous, maintenant, nous appliquons les directives européennes qui doivent représenter 80% des textes qui sont votés dans notre Assemblée. Nous donnons non pas des milliards, non pas des dizaines de milliards à l'Ukraine, mais des centaines de milliards depuis mars 2022. Donc la France, selon les calculs, ça sera entre 43 et 53 milliards. Et d'après les calculs, un tiers environ serait détourné par des oligarques ukrainiens. Je rappelle qu'il ne subsiste aujourd'hui dans le gouvernement ukrainien aucun ministre qui était là au début de la guerre. Tous ont été limogés ou ont démissionné suite à des affaires de corruption. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucun autre pays au monde où on a vu une telle chose pendant un temps de guerre. Donc, voilà, souveraineté monétaire, souveraineté législative, souveraineté diplomatique. Bah, quand on est dans le commandement intégré de l'OTAN, comme le disait Nicolas, bah, on se retrouve avec un Charles de Gaulle qui finalement n'est qu'un des éléments du dispositif américain commandé par le grand amiral américain.
Donc on n'a plus de souveraineté non plus diplomatique. Et on s'aperçoit également que parmi les membres de notre gouvernement, de nombreux sont issus de think tanks américains. Donc ce sont des gens complètement formatés. Ce n'est pas une légende que de dire que les membres des commissions européennes, dont je pense que personne ne serait capable d'en citer plus de trois, tous ces gens-là ont été à l'école, soit des Young leaders, des membres de la French American Foundation, de l'American Council. Tous ceux que Macron aujourd'hui, ceux dont Macron s'entoure, sont tous effectivement des marionnettes, ou quasiment tous des marionnettes des États-Unis. Et pour les autres qui ne sont pas des marionnettes des États-Unis, ce sont souvent des incompétents, ce qui permet à Macron de garder le contrôle total en disant de toute façon, il ou elle est totalement complètement idiot. Donc, chaque fois qu'il faut prendre une décision, c'est à moi qu'on va venir le demander. Et là, c'est vrai que le silence de Macron est assez extraordinaire face au fiasco hein, ce ne sont pas des accords, c'est vrai, mais enfin bref, ça c'est pris comme tel par Trump. Pour lui, ça y est, c'est fait. Euh, euh, Macron est complètement silencieux parce que Ursula von der Leyen est issue de la même écurie que lui, c'est-à-dire le World Economic Forum. C'est lui qui l'a et c'est elle qui mène l'Europe maintenant à un désastre économique après l'avoir mené au désastre sanitaire avec les faux vaccins ARN qu'elle commandait par SMS sans en référer au Parlement européen. Voilà, mais c'est pire que la caricature. Si je devais dérouler ça en disant, voilà, je vais vous décrire une dystopie, et je vous déroule ce qui s'est passé en Europe depuis 2020 et le Covid. Vous dites, non, là, monsieur, quand même, vous avez beaucoup d'imagination, vous êtes extrêmement distrayant, mais là, être à ce point, trahir à ce point les intérêts de l'Europe, se coucher de façon aussi manifeste devant les États-Unis, vous pensez bien quand même que ça, c'est quand même pas crédible. Il n'y a pas un pays qui manquerait à ce point de colonne vertébrale et d'honneur pour effectivement accepter ce que nous venons d'accepter. Ouais, et puis prochainement, en décembre, enfin en tout cas avant décembre, Lula avait prévenu, le président Lula, président brésilien, avait prévenu aussi pour le Mercosur. Donc on va se prendre un deuxième accord prochainement. Voilà. C'est exactement ça. Enfin, tous les accords qui sont passés sont contre les intérêts des Européens. Et le peuple n'a aucun moyen de censurer cela. On peut Je pense toujours que aller manifester en France. Hein, les nouveaux chars Centaures nous attendent. Et si on manifeste un peu trop de colère, je pense on fera de nouveaux éborgnés. ouais. Mais tant Et que le n'oublie pas communisme. que nous sommes dans une construction qui est en plus antidémocratique. Quand nous avons des personnes qui n'ont que ce mot à la bouche à longueur de journée, tous ces commissaires ne sont pas élus par le peuple. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a été désignée par des responsables politiques des différents pays européens et le Parlement européen n'a que le choix de l'accepter ou pas. Donc, n'oublions pas nous avons aussi un système qui ne peut pas fonctionner, qui est foncièrement antidémocratique et qui explique aussi pourquoi il n'y a pas de contrôle populaire et aussi et qui explique indirectement le désintérêt que les Européens ont pour les partis traditionnels. Il y a une partie des partis contestataires qui est suivie, mais on voit à quel point les médias qui sont sortis des mêmes écoles, des mêmes think tanks et tout, des politiques, à quel point ces médias aident cette Europe atlantiste et mondialiste. Et aujourd'hui, le fait que nous ne soyons pas dans une construction démocratique doit en dire long. Je pense qu'on pourrait refaire toute une nouvelle émission pour parler de la démocratie dans l'Union européenne aujourd'hui. Hein, sans revenir sur les événements de ces derniers mois en Roumanie, ce que l'Union européenne essaie de faire en Géorgie, la participation des révolutions de couleur en Ukraine, tout ça, c'est pas très joli, c'est pas très démocratique, c'est pas très respectueux d'éléments majeurs, normalement pour nous, comme la liberté d'expression. Donc ça, c'est aussi vous savez, on ne peut pas construire sur du sable, oui, sur du sable, et c'est ce qu'a fait l'Union européenne. Donc ça, ça ne peut pas réussir. Ça ne peut pas réussir. Et puis le Et la maîtrise du narratif
Je rebondis sur ce que dit Nicolas. Euh, nos médias sont subventionnés, donc comme on dit, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Mais surtout, le narratif a été contrôlé jusqu'à ce que Trump décide qu'il n'en serait plus ainsi. Euh, L'USAID a investi des centaines de millions, voire probablement des milliards, Milliards, milliards. États européens pour distiller le narratif atlantiste, etc. C'est l'USAID qui a soutenu, par exemple, la légende de l'influence russe sur le premier tour des élections roumaines. Après enquête, cette influence russe n'existe pas. Et Trump, d'ailleurs, aujourd'hui, est en train d'attaquer Obama pour avoir également pris prétexte de l'influence russe sur Trump lors de son premier mandat, comme quoi les Russes auraient aidé à truquer ou auraient aidé Trump à accéder au pouvoir. Et ça aussi, c'est un narratif qui vient de l'État profond, c'est-à-dire que quand ça ne va pas, c'est les Russes. Et aujourd'hui, quand on est au bord de la faillite, évidemment, comme tout pays qui se retrouve coincé par ses créanciers, à un moment, il trouve une guerre, un ennemi extérieur pour expliquer pourquoi, bon, d'abord, tous ceux qui sont assez naïfs pour aller se faire trouver la paillasse, la fleur au fusil, devront le faire, mais ensuite, on va négocier avec les créanciers en disant, bah, vous voyez, maintenant, plus les moyens de payer. Donc voilà, la guerre, c'est d'abord un reset. Alors un reset générationnel, parce que des fois, il y a 20% d'une classe d'âge qui y passe, mais c'est aussi un reset économique. Donc je me demande si l'Europe n'est pas en train éventuellement d'essayer de calculer qu'est-ce que pourrait lui coûter ce reset économique via un conflit avec la Russie, qui est évidemment l'ennemi fantasmé, un ennemi fantasmé qui nous fournissait du gaz depuis 40 ans. Et je rappelle que contrairement à des pays du Proche-Orient, etc., la Russie même durant les pires moments de tension de la guerre froide, n'a jamais fermé ni le robinet du gaz, ni le robinet du pétrole. Jamais la Russie, comme l'a prétendu von der Leyen, ne s'est servi de l'arme du gaz et du pétrole pour faire grelotter les Européens ou faire arrêter leur industrie. Tout ça est également un élément de langage. Et je le répète, l'USAID a été aussi un instrument de diffusion de l'idéologie et du narratif américain, aujourd'hui évidemment anti-russe, parce qu'il faut évidemment un ennemi crédible pour justifier de vendre énormément d'armes, des armes très chères et qui parfois, comme le F-35, ne fonctionnent pas. Oui, et puis alors dans ce cas-là, enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour sortir? Parce que je me rappelle d'une citation de Jacques Attali en 2011 qui se vantait euh, de n'avoir prévu aucun article, à ce qu'il n'y ait aucun article, pardon, de prévu pour sortir du traité de Maastricht. Et il disait même enfin oui, il reconnaissait que ce n'était pas très démocratique, mais que c'était une garantie pour rendre la chose plus difficile et pour nous forcer à avancer. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de cet enfer? Alors, vous avez l'article 50 donc, du traité européen qu'on ne voulait pas, qu'on peut invoquer. Et les Britanniques sont sortis de l'Union européenne. Et n'oublions pas que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, que la Norvège n'est pas dans l'Union européenne. Et si vous compariez leurs économies à la nôtre, je peux vous dire qu'ils peuvent nous donner des leçons. De toute manière, c'est une question de volonté. Les constructions politiques, c'est humain. Depuis la nuit des temps, les constructions politiques se font, se défont. Et si on a la volonté de quitter l'Union européenne, on peut le faire et sans difficulté. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut être libre et être prospère ou est-ce qu'on veut être soumis et pauvre? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, beaucoup de personnes disent, oui, mais attention, si on change le paradigme, ceux qui tiennent le pouvoir nous disent que ça sera pire demain. Ceux qui tiennent le pouvoir nous disent que ça sera pire demain. Tout est dit là-dedans. Regardez les indicateurs économiques. J'ai lu il y a encore peu de temps l'archipel français de Jérôme Fourquet. Tout est mauvais. Toute la France est explosée. Nos indicateurs économiques, si on les rajoute à cette analyse statistiques de Fourquet montrent que nous avons aujourd'hui des dizaines de milliers d'entreprises qui se ferment. On est en train de dégringoler au niveau des études PISA sur le niveau des écoles par rapport au monde.
On est déclassé. N'oubliez pas que pendant le Covid, on a reçu des masques par du Vietnam et des médecins de Cuba. Et tant mieux pour le Vietnam et le Cuba. Ils sont en train de prendre le bon côté du monde multipolaire qui est en train d'émerger. Mais pour nous, longtemps, c'était nous qui donnions de l'aide. C'est vous montrer à quel niveau on est. Et ceux qui nous ont plongés dans cette situation nous disent ne quittez surtout pas l'Europe, parce que ça sera pire. Ce n'est pas vrai. Dans l'histoire, les peuples qui se prennent en main sont les peuples qui sortent vainqueurs. Ça, c'est une leçon d'histoire, et ça, vous pouvez le voir dans n'importe quel livre d'histoire. Les peuples qui ne croient plus en rien, les peuples qui font confiance à d'autres peuples pour les gérer, sont des peuples qui disparaissent de l'histoire. Donc aujourd'hui, oui, ça va peut-être faire un peu mal, c'est un peu compliqué, mais quel est le prix à payer? Je rappelle, juste, bon, on pourrait revenir à l'invasion des Anglais, on pourrait parler d'autres épidémies, on pourrait parler beaucoup de crises, mais si vous prenez juste la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est malheureusement plus qu'un des seuls éléments que les Français maîtrisent plus ou moins, eh bien, il y a des résistants qui sont sortis en disant non, on ne veut pas de cette construction allemande de la France. C'est aussi compliqué, c'est aussi simple que ça. Et donc aujourd'hui, oui, il va falloir se bouger, oui, il va falloir s'instruire, oui, il va falloir s'organiser, il va falloir penser où est-ce qu'on place notre argent, il va falloir penser où est-ce qu'on met nos enfants à l'école, il va falloir penser ce qu'on a envie de faire de nos propres vies, mais un autre modèle est possible. Mais il faut en sortir et l'Union européenne ne peut pas nous contraindre. D'autant plus que, je vous le dis, l'alternative, ça va être une Europe qui va être de plus en plus contraignante parce elle perd le contrôle sur les différentes populations. Elle est obligée d'imposer des règles, elle est obligée d'imposer des lois, elle est obligée d'avoir recours à des politiciens qui sont non élus pour la représenter et qui nous mènent ou vers la guerre ou vers la soumission. Donc, je peux vous dire, le décor est très clairement planté, mais après, il faut s'engager pour reconquérir cette souveraineté qu'ils ne vont pas lâcher. Si la France quitte l'Union européenne, je peux vous dire que c'est quasiment la fin de l'Union européenne. Donc, elle fera tout pour nous garder en son sein. Et nous, on doit tout faire pour en sortir, parce que du coup, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas la soumission, on veut juste vivre en paix et développer le génie qui est le nôtre, qu'on a connu et qu'on peut faire avec d'autres nations européennes ou pas, mais qu'on peut faire avec l'Afrique. On peut continuer à travailler avec les Américains sans être leurs vassaux. On a tout intérêt à être amis avec les Russes. C'était notre positionnement, ça a été un de nos positionnements historiques, pas toujours, mais à des grands moments de notre histoire, on a su bien travailler avec la Russie et c'est dans notre intérêt aujourd'hui. Donc, il faut reprendre notre avenir en main. Donc ça, c'est possible et il faut se battre. Et en tout cas, la Constitution européenne nous permet de le faire. Et si elle ne nous permettait pas de le faire, il faudrait le faire quand même. Je suis bien d'accord. Et Philippe Béchat, du point de vue économique, est-ce que un Frexit, oui, en retirant le fait, imaginons que le peuple français soit mûr pour repenser au Frexit, est-ce qu'économiquement, ce serait viable? Écoutez, là encore, je vais essayer de sortir du champ de la question et de l'aborder par un autre biais. Est-ce qu'on croit ou pas aux théories jungiennes? C'est-à-dire que l'homme est par essence grégaire, a un besoin d'appartenance et va continuer de dire ce que dit la majorité. Si vous avez 27 pays européens qui disent non, non, mais l'Europe, elle n'est pas idéale, mais c'est quand même ça qui est notre vrai projet, alors que tout a mal tourné, tout est à l'envers de ce que les peuples espéraient. Et vous avez bien sûr le narratif, si on en sort, ce sera pire. Et aujourd'hui, c'est l'opinion un peu dominante que, ah oui, comme on ne sait pas trop comment en sortir, ah bah, ils ont certainement raison, ceux qui nous disent que ah, si on sort, ça va être terrible. Alors, après ça, il y a le débat. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux une fin dans la douleur qu'une douleur sans fin? Nous, on est actuellement, avec l'Europe, dans le scénario de la douleur sans fin. Mais j'en reviens à Jung. Et il y a les peuples, effectivement, il y a un moment, ils se rendent compte qu'ils sont en train de se suicider. Certains y ont été jusqu'au suicide et ils ont disparu. Les cultures ont disparu, les peuples ont disparu, etc. Les Étrusques ont disparu, les Romains les ont remplacés. Donc il y a plein d'exemples. Il y a aussi des peuples qui ont eu ce sursaut vital pour éviter de mourir. Je ne vais pas tous les énoncer, mais enfin bon, il y a quand même quelques nations européennes qui ont failli, qui n'existaient pratiquement plus à un moment et qui sont renées, qui ont ressurgi de leur cendre avec leur culture, leurs valeurs, etc. Mais ce qui se passe dans l'inconscient collectif, quand d'un seul coup, il y en a un qui dit non et qui explique pourquoi, d'un seul coup, tous les autres qui bêlent, non, 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 mais nous, on est européens, il faut plus d'Europe. Hein. Si ça ne marche pas l'Europe, c'est qu'il faut plus d'Europe. Et d'un seul coup,
au fond d'eux-mêmes, dans leur inconscient, ils savent que ça déconne complètement. Mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ne veulent pas être celui qui prend le risque d'être traité de complotiste, d'être traité de je ne sais pas quoi, de populiste, etc. Voilà, on ne veut pas connaître ce malaise d'être celui qui dit non. Mais à partir du moment où il y en a un qui dit non et qui a quand même une ébauche de solution, d'un seul coup, tout le monde s'écrie, mais oui, le roi est nu, évidemment. Donc, faut pas se fier à tous à ce que nous relatent les médias, ces faux sondages qui sont là pour nous dire quoi penser. Non, les Européens aujourd'hui ne veulent plus de cette Europe, mais ils n'ont pas le droit de le dire. Mais que quelqu'un ose le dire et présente une solution, je sais pas, on peut se replonger dans les écrits de Gaulle, même si la France, elle a bien changé hein, en 60 ans, c'est évident. Mais ce qui fonctionnait à l'époque, ça fonctionne dans d'autres pays, la Corée du Sud, Singapour, etc. Il y a des recettes qui marchent. Donc, on pourrait quand même retrouver dans notre passé des éléments, hein, des fondations pour faire quelque chose qui fonctionne de façon plus démocratique, moins vassalisé par rapport aux États-Unis. Voilà, donc le premier qui va oser dire non, évidemment, il va se prendre des colibets, il va se prendre une campagne de presse, on va le traiter de tous les noms. Mais il y a un moment, les gens vont se dire, non mais c'est vrai quand même, là, lui dit non, mais ça, c'est vrai que ça déconne complètement, quoi. Et le mouvement peut se lancer comme ça. Je suis d'accord avec Nicolas. Des fois, il suffit de 5% de personnes motivées et qui ont quelques solides arguments en main pour que d'un seul coup, la foule bascule. Et voilà, on en revient là à ces mouvements jungiens où le peuple a l'air d'être complètement anesthésié et parler d'une seule voix, alors que au fond d'eux, les gens savent que ça ne va pas. Mhm. Donc il faut que les Européens et les Français croient en leur propre destin. C'est ça. Très Il bien est, dit. il est plus que temps. Exactement. Mais écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci. Merci.